Donc la dernière fois, nous étions déjà sur cet exercice, qu'on n'avait d'ailleurs même pas commencé, hein, mais l'idée c'était de vous faire un récapitulatif complet de la méthode éléments finis, donc avec des éléments P1. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant, de façon à aller beaucoup plus vite justement dans la résolution de l'exercice, c'est-à-dire qu'on revoit la totalité du cours et ensuite on résout l'exercice. Alors il n'y a qu'une partie que je n'ai pas fait dans le préambule, c'est l'utilisation d'éléments de Lagrange P2, donc ce sont des éléments quadratiques. Donc je reviendrai dessus une fois que j'aurai fini toute la partie avec les éléments P1. C'est-à-dire que je ne vais pas faire les deux en même temps, voilà, histoire de ne pas trop perturber, je vais faire l'un après l'autre. Et donc je vous referai un tout petit rappel théorique sur les éléments P2 de Lagrange avant de commencer la résolution de l'exercice avec les éléments P2. Ok, donc l'équation de Reynolds, donc vous avez le schéma normalement sous les yeux. D'ailleurs, je ne vais même pas récupérer l'énoncé, mais c'est pas grave. Et donc, on a un contact donc lubrifié, enfin, donc on a deux solides, donc deux corps qui sont la base et donc le solide qui est au-dessus. Et donc, on a un problème ici 1D, et on cherche en fait une pression de fluide. Donc une pression qui va varier suivant l'axe de la dimension de l'espace. Donc cette pression, on l'a appelée P de X. C'est la pression du fluide donc, entre ces deux pièces. Et la chose qu'on sait, eh bien, c'est que cette pression respecte en fait une formulation forte. Et cette formulation forte, c'est celle-ci. C'est moins h cube de x, p' de x, et on en prend la dérivée, qui doit être égale à moins 6 nu u. Donc, mu, c'est une viscosité. Donc, en général, ça, c'est plutôt des pascals par seconde. U, c'est une vitesse. C'est des mètres seconde moins 1. Et ici, donc, on a h' qui est une hauteur, en fait. Enfin, h, pardon, qui est une hauteur, et h' qui est la dérivée de la hauteur, avec, eh bien sûr, x qui va varier de 0 à L. Alors, c'est un problème en formulation forte, donc on lui associe des conditions limites. Les deux conditions limites sont des conditions de Dirichlet homogènes, c'est-à-dire qu'on sait que P de 0 est égal à P de L et qui est égal à 0. Voilà, donc ça, c'est le problème en formulation forte. Une autre donnée, c'est que la fonction h de x n'est pas continue, elle est définie par morceaux. Donc h de x, c'est égal à h0 si x appartient à la première moitié de l'intervalle, donc de 0 à L sur 2. Et par contre, h de x est égal à une autre valeur qui vaut h1 si x appartient à l'intervalle L sur 2, L. Donc ça, ça pose quand même un problème parce que ça veut dire qu'en L sur 2, h n'est pas dérivable. On ne peut pas calculer en fait. Et donc, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'ici, h' en fait n'est calculable qu'au sens des distributions. Alors, il se trouve que, en passant en formulation faible, on va se débarrasser de ce problème-là et on va réussir du coup à le résoudre beaucoup plus simplement. Donc la première question, ce n'est pas vraiment des éléments finis, c'est bien sûr ce qu'il faut faire pour arriver jusqu'à la méthode des éléments finis, puisque les méthodes des éléments finis, je vous rappelle, hein, ce qu'on a dit la dernière fois, c'est une formulation faible sur un espace discret. Donc la première chose à faire, c'est d'établir effectivement la formulation faible, et ça, c'est l'objet donc de la première question. Donc là, je vais aller assez vite parce que c'est un énorme rappel de ce que vous avez déjà fait plusieurs fois. Donc, la première chose à faire en formulation faible, c'est de définir les espaces vectoriels. Donc en fait, on va définir V0, qui est un espace hermitien de type H1, on va l'appeler H10. Donc ça, c'est l'ensemble des fonctions qui appartiennent donc à H1 entre les intervalles 0 et L, tel que V de 0 est égal à V de L est égal à 0.
Donc cet espace, en fait, c'est celui qui respecte les conditions de Dirichlet homogène. Alors, notez bien que l'espace des solutions, en général, on l'appelle K. Voilà. Et que ici, comme on est avec un Dirichlet homogène, eh bien, en fait, les deux espaces, V0 et K, sont confondus. Je dis ici parce que c'est vraiment dans cet exemple-là, c'est parce qu'on a des conditions de Dirichlet qui sont homogènes. Si à la place de V2L égale 0, on avait V2L égale VA, par exemple, eh bien, à ce moment-là, les deux espaces ne seraient pas confondus. Donc ensuite, eh bien, on applique tout simplement le principe de la formulation faible. Donc on va intégrer sur l'intégralité du domaine notre formulation forte qu'on va multiplier par une fonction test qu'on appelle V de x. Et on va faire ça pour le premier membre et pour le second membre. Quelle que soit, cette chose-là doit être vraie, quel que soit V de x élément de V0. Bon, je pense qu'à terme, j'arrêterai de mettre les 2x parce que ça fait un peu trop long à écrire. Ensuite, on fait, comme d'habitude, une intégration par partie. Et là, ça va nous donner moins h cube de x, p' de x, v de x, compris entre 0 et L, plus l'intégrale entre 0 et L de h cube de x, p' de x, v de x, dx égale moins 6, moi je peux le sortir de l'intégrale, tout ça, puisque ça c'est des termes constants, de 0 à L de h' de x, v de x, dx est toujours quel que soit v de x, c'est cet élément, bien sûr appartenant à v0. Alors ce terme-là, en fait, comme on a en fait v de x qui est élément de v0, eh bien, ça veut dire que v de 0 va être égal à 0, v de L va être égal à 0. Voilà, je refais ça comme il faut. Donc, en fait, ce membre-là, tout ce membre-là, il est égal à 0. Donc, il va nous rester que ça qui est différent de 0, du côté du premier membre. Voilà, de la gauche de l'égalité. On va s'occuper maintenant de ce second membre-là, celui qui est à droite de l'égalité. Donc, on va développer cette chose-là. On va l'appeler étoile. Donc, en le développant, étoile, ça devient... Donc, pareil, en fait, on va faire une intégration par partie. Donc, je ne vais pas tout vous développer. Je vous mets juste le démarrage, hein, et puis après, je vous donnerai la réponse complète. Donc, ça fait H, V a compris entre 0 et L, plus l'intégrale de 0 à L de 6 mu U H V' dx. Et vous voyez que c'est ici que se passe en fait la chose miraculeuse, effectivement, de l'affaiblissement de la formulation. Eh bien, c'est qu'on est en train de faire disparaître en fait les dérivés de h. Donc ça, en fait, c'est très intéressant donc, quand on passe effectivement avec une formulation faible. Ce terme-là, pour la même raison que précédemment, eh bien, il est égal à 0. Et à la fin, donc je vous passe quelques petites étapes. Vous allez trouver du coup que c'est égal alors à 6 mu u. Donc ça, je les ai sortis de l'intégrale de 0 à L de h v' dx. Ça, alors le problème c'est que h, j'ai deux valeurs, donc je vais être obligé de scinder mon intégrale en deux morceaux. Une première de 0 à L sur 2. Donc là où je vais avoir h0 de v', hop, plus un deuxième morceau qui va aller de L sur 2 à L. Et là, cette fois-ci, h de x vaut h1, la valeur h1 par v' dx.
H0 et H1 étant des constantes, je peux les sortir de mon intégrale. Et la primitive de V', bah, c'est V. Donc du coup, ça va me faire 6 mu U, H0. Donc ça, c'est la primitive V que je vais devoir calculer entre 0 et L sur 2. Ça, c'est pour ma première intégrale. Plus le résultat de ma deuxième intégrale, cette fois-ci, c'est H1. V qui va être pris cette fois-ci entre L sur 2 et L. Voilà. Donc, si vous regardez bien, eh bien, vous faites tout le calcul, vous allez trouver que ça vous donne 6 mu U, H0 moins H1, et la seule valeur qui va vous rester, eh bien, c'est la valeur V en L sur 2. Voilà, donc ça, c'est mon second membre de ma formulation forte. De ma formulation faible, excusez-moi. Alors, un petit résumé de la formulation faible. Ça va être de trouver P de X, élément de V0 ou de K, ce qui est pareil ici, tel que A de P V soit égal à L de V, quel que soit V, élément de V0. Et avec L de V qui est égal à 6 mu H0 moins H1 de V de L sur 2, et A de PV qui doit être égal du coup à mon premier membre, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à L de H cube, je vais encore remettre que c'est de X pour pas qu'on oublie, hein, P' de X, V' de X, dx. Voilà. Donc ça, c'est ma formulation faible, et c'est ce qui était demandé donc dans la question, c'est-à-dire de trouver effectivement cette formulation faible. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Alors ça, c'est la formulation faible qu'on a vue avant la partie élément fini. Et après la partie élément fini, eh bien, on va utiliser un sous-espace vectoriel de V0. On va utiliser V0H. C'est un sous-espace discret de V. De V0, pardon. Donc, eh bien, dans ce cas-là, la formulation faible ressemble furieusement à celle-ci, sauf que à la place d'avoir la solution exacte P de X, on va avoir une solution approchée, qu'on va noter pH de X. Ça, c'était tout l'objet du préambule. Hein. Donc, c'est une solution approchée parce que on va projeter en fait sous un sous-espace de V0 en choisissant une base de fonction. Donc, on a vu qu'on pouvait prendre des bases de n'importe quelle base de fonction libre. Et pour les éléments finis, eh bien, les fonctions en P1 s'appellent les fonctions chapeau, et c'est celles qui vont nous servir de base. Voilà, donc cette solution approchée va nous permettre donc de réécrire la formulation faible, qui va être de cette fois-ci trouver pH de X, qui est élément de V0H, tel que, et ben on réécrit A de pH, alors bien sûr VH aussi hein, fait partie de cet espace, doit être égal à L de VH, quel que soit VH élément de V0, avec A de pH VH qui va être égal à l'intégrale de 0 à L de H cube P'H V'H dx, et aussi L de VH qui doit être égal, donc le second membre, à 6 mu H0 moins H1 facteur de VH de L sur 2.
avec donc une petite subtilité par rapport à avant, c'est que nos VH de x vont être égales à la somme pour i égale 0 à n, qui sont en fait les nœuds du maillage. Ça va être égal à VH de xi fois phi i de xi. Donc je vous rappelle que les phi, ce sont les fonctions chapeau, et que ça, c'est ce qu'on avait appelé les DDL, ou les inconnus aux nœuds. Alors attention, hein, ça, ce ne sont pas des fonctions. Hein. VH de xi, xi étant une abscisse donnée, précise, qui est l'abscisse du nœud, eh bien, ça veut dire qu'en fait, ce terme-là, en fait, ce n'est pas une fonction, c'est un scalaire. Hein. C'est directement un scalaire. Tout comme VH de 0 et VH de L sont des scalaires. Alors, entre autres, en parlant d'eux, ben, on a quand même nos conditions limites, bien sûr. Ça, c'est ce qui fait que V appartient à V0. Ben, ça se traduit par le fait que VH de 0 est égal à VH de L doit être égal à 0. Voilà. De la même façon, bien sûr, notre solution approchée va s'écrire pH de x qui va être égal à la somme sur i égale 0 à n de pH de xi. Encore une fois, ça, ce sont les inconnus qu'on va chercher. Phi de x. Donc phi étant les fonctions chapeau, qui sont les fonctions en fait de ma base. La première chose à faire quand on veut résoudre, donc ça c'est ma formulation faible, c'était effectivement de trouver la formulation faible, donc discrétiser, donc elle est là, c'est tout ça. Voilà. Et une fois qu'on l'a trouvée, cette formulation faible sur l'espace discrétisé, eh bien on va pouvoir commencer à résoudre. Donc la première chose qu'on doit faire pour résoudre, eh bien c'est faire un maillage. Alors ici, je vais l'appeler maillage en P1 parce qu'on va pour l'instant utiliser des éléments de type Lagrange linéaire, donc des éléments P1. Donc ici, pour l'exemple que je vais traiter, j'ai décidé de me limiter et donc de ne faire en fait un maillage qu'avec 4 éléments. Donc voilà, on est en 1D, donc ça je suis suivant l'axe EX. Ces 4 éléments, donc déjà je vais commencer par tracer mes nœuds. Donc mes nœuds, je vais les repérer comme ça. Ça va être le nœud X0. Ça va être X1. Alors vous voyez que je fais aussi autre chose de très sympathique pour me simplifier la vie, parce que c'est demandé dans le TD, mais je trouve que ça va quand même nettement mieux pour faire les calculs. Je prends plus des nœuds qui sont équidistants. Voilà, donc ici, j'ai décidé d'avoir uniquement 4 nœuds, donc j'ai en fait n égale 4. Hein. Alors en fait, pardon, à n égale 4, ça veut dire que je n'ai pas 4 nœuds, j'en ai 5, hein, puisqu'il y a le nœud 0 en fait. Ensuite, j'ai mes éléments. Donc là, ça c'est l'élément 1, ça c'est l'élément 2, l'élément 3 et l'élément 4. Donc ça c'est mes 4 éléments. Et ces 4 éléments donc, sont équidistants les uns des autres parce que ici, ben, alors, si je mets les valeurs, x0, donc ça vaudra 0, x1, ça va valoir L sur 4, x2, ça va valoir L sur 2, c'est mon nœud milieu, x3, ça va valoir 3 sur 4L, et là, ça vaudra L. Voilà, donc par rapport à mon problème, c'est ici, en x2, que j'ai le changement entre les valeurs de h, c'est-à-dire que là, j'ai h0 et là, j'ai h1. Voilà, donc je pense que je peux difficilement faire plus simple. Alors si, j'aurais pu faire plus simple, mais le problème, c'est que je n'ai pas d'idée de la solution que je cherche. Donc si ma solution n'était pas linéaire, par exemple, ça pourrait me poser un problème. Donc ici, comme mon maillage en fait est régulier, en fait, quel que soit le nœud, si j'écris xi plus 1 moins xi, ben, il vaudra toujours la même valeur qui vaut L sur 4. On appelle ça un maillage régulier. Alors c'est rarement le cas dans la vraie vie, hein, mais pour faire des calculs à la main, c'est quand même nettement plus simple. Donc ici, il y a quelque chose d'important, c'est que j'ai fait exprès
de faire passer un nœud par la frontière entre les deux H, le H0 et le H1. Donc ça va aussi beaucoup me simplifier les calculs. Vous allez voir qu'à la fin du TD, on va nous poser la question, mais qu'est-ce qui se serait passé si par hasard, vous n'aviez pas pris un nœud pile-poil entre H0 et H1? Eh bien, je vous donnerai la réponse à la fin du TD. Donc ici, on va se simplifier le calcul. Alors bien sûr, je ne vais pas redévelopper tout ce qu'on a vu la dernière fois, donc je vais utiliser en fait tout ce qu'on a vu la dernière fois. C'est pour ça que ça va aller très très vite. Alors je ne vais pas forcément moi aller très vite, mais vous allez voir que dans le raisonnement et dans le calcul, ça va aller très très vite. On va tout de suite en fait calculer les matrices de raideur élémentaires. Allez, on y va. Donc on avait déjà établi la relation, je vous la rappelle simplement ici. Donc cette relation, c'était que la matrice de raideur IJ de l'élément I plus 1. Alors, c'est pourquoi le I plus 1? Parce qu'il commence à 0. Donc, vous voyez que si je mets I égale 0, mon élément, en fait, c'est l'élément 1. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis I plus 1. C'est l'intégrale de xi à xi plus 1 de, donc, mon problème ici, donc de h cube, donc ça c'est A, de h cube phi prime de j de x fois phi prime i de x dx. Donc ici, ce n'est pas tout à fait anodin, hein. Je sais que mon problème est symétrique, mais dans la réalité, RIJ est bien égal à l'intégrale de AJI. Donc c'est pour ça que j'ai bien mis mes phi primes dans cet ordre-là. Ça n'a aucune importance hein, pour ce problème-là, mais effectivement, il faut quand même y faire attention. À partir de là, je fais classiquement, alors, je ne suis même pas obligé de remettre ça, hein, c'est simplement pour vous rappeler ce qu'on a vu la dernière fois. Je peux faire mon changement de variable. Alors, changement de variable, c'est équivalent à dire on va faire nos calculs sur un élément de référence. Hein. Et à ce moment-là, ma matrice de raideur, ce qu'on avait vu de l'élément I plus 1, eh bien, en fonction de alpha, bêta, qui sont donc les termes de ma matrice, c'est en fait l'intégrale de, je remets en fait, c'est la même chose de xi plus 1 à x, pardon, de xi à xi plus 1, de h cube de x, sauf que là, le phi prime de j, de j, ça va être plus bêta, et phi prime de i plus alpha dx. Bon, j'arrête de mettre les deux x parce que sinon ça va commencer à devenir trop long. Et si je change complètement donc, de variable, ça va me donner ça. Parce que là, je suis encore avec des variables en x. Là, je vais passer dans l'espace de l'élément de référence. Donc, je vais me balader uniquement de moins 1 à 1. Je vous rappelle, hein, ça c'est taux moins 1 de xi plus 1. Et ça, c'est taux moins 1 de xi. Donc le h, c'est toujours h cube. Alors lui, je suis obligé de le laisser en fonction de x, parce que là, il faut que je fasse apparaître qu'en fait, là, je suis en train de faire un changement de variable. Je vous rappelle que x, c'est taux de x chapeau. Là, par contre, je vais pouvoir utiliser directement les fonctions de forme de l'élément de référence, phi'. Et puis, je vous avais dit, si vous dérivez avec le changement de variable, vous êtes obligé de faire apparaître cette quantité-là, qui est le jacobien, mais moins 1, puisque là, je suis en train de prendre ma dérivée. Donc, en fait, tout ça, hein, c'est la même chose que phi prime de alpha psi, c'est exactement la même chose que ça, fois phi chapeau, cette fois-ci de bêta, prime, fois d de x sur d de x chapeau. Alors, je mets d de x, mais en fait, x là, c'est la même chose que taux de x chapeau, hein, c'est pareil. Puisque c'est ça mon changement de variable. Hein. Fois, alors ça c'est à cause de mon intégrale cette fois-ci, parce qu'il faut que je transforme le dx en d de x, pardon, d de x sur d de x chapeau, dx chapeau. Donc là, cette fois-ci, tout ça là, ça c'est dx. Ce dx-là, c'est celui qui est là. Ça, c'est ce qui est là. Tiens, je les ai inversés, je n'ai pas fait exprès. Et enfin, le dernier, il est là.
Voilà, ça c'est mon phi prime de bêta plus j. Voilà, et donc lui, il est ici. Bon, et mon h de x, il est là. Ok, j'ai tout retrouvé. Voilà, donc ça c'est exactement la même intégrale. Et derrière, eh bien, si je veux avoir ma matrice de rigidité élémentaire, en fait, ben, ça va être pour alpha, bêta qui vont varier de 0 à 1. Et monsieur, Oui. je voulais vous demander à quoi ça sert de mettre des ronds X sur des ronds chapeaux, le tout à la puissance -1, et pas tout simplement mettre des ronds chapeaux sur des ronds X. Ah, ça, c'est parce que quand vous allez passer en 2D, en fait, ça va vraiment être l'inverse. Parce qu'en 2D, ce truc-là, là, qui est en 1D, qui est un scalaire, ça va être un tenseur. Ça va être une matrice, en fait, de composantes. Donc, ça sera bien l'inverse de la matrice. D'accord. Ça répond à la question? Oui. Mais je suis tout à fait d'accord, là, ça sert à rien. Mais non, non, mais sinon, c'est comme ça. C'est parce que, en fait, c'est par rapport à l'analogie avec ce que vous allez faire en 2D. C'est pas faux, hein, ce que j'ai écrit, hein, mais simplement, effectivement, tu as raison de le faire remarquer. On pourrait directement le calculer puis faire 1 sur et c'est fini. Et monsieur, Oui, pourquoi pour la première fois, pour alpha, on fait la puissance -1 et pour le bêta, non? alpha, attends, je vois pas où c'est alpha à la puissance Quand on moins 1. fait phi chapeau prime de le petit élément que mon collègue vient de dire, delta x sur delta x chapeau. Ah, c'est parce que c'est une erreur. Merci. Excusez-moi. C'était une erreur. J'ai oublié le moins 1, effectivement. C'est tout à fait juste. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ok. Donc, à partir de là, un tout petit rappel. Bon, très très rapide, hein. On les avait déjà calculés, mais je vous les redonne parce que c'est vrai que ça fait quand même un peu loin. Donc phi 0 de x chapeau pour les éléments P1, c'est 1 moins x chapeau sur 2. Et phi 1 de x chapeau, c'était quoi? C'était 1 plus cette C'est fois-ci x chapeau sur 2. Voilà. Ok, donc ça c'était ce qu'on avait trouvé la dernière fois. On avait aussi calculé les dérivés. Donc ça fait moins un demi, voilà. Et l'autre fait tout simplement un demi. Derrière, on peut aussi calculer donc, ce que vaut. Donc, je ne vous remets pas ce que valait taux et taux moins 1, etc. Mais du coup, on peut calculer cette fameuse dérivée là qui nous intéresse. Donc, si vous la dérivez complètement, vous allez trouver xi plus 1 moins xi sur 2. Et bah, du coup, le dx chapeau sur dx, là, effectivement, il se trouve que là, c'est le même, c'est l'inverse. Xi plus 1 moins xi. Encore une fois, on est en 1D, donc ça revient effectivement, comme le disait le monsieur d'avant, là, ça revient à prendre l'opposé directement, l'inverse, pardon, directement. Et Ici, monsieur, oui. pourquoi vous avez déduit que phi chapeau de 0 de x chapeau, c'était égal à moins 1,5? Ben, parce que j'ai dérivé simplement. J'ai pris, attends, tu es bien en train de me demander pourquoi j'ai ça là, c'est ça? Oui. Oui, c'est Encore parce une que fois, vous avez... non, j'ai fait une boulette, j'ai oublié le prime là. Voilà, c'est la Oui, dérivée. oui, c'est ça. Ah oui, Ok, je comprenais pas la question du coup. Ouais, ouais, c'est ça. C'est parce que j'ai oublié la dérivée. Tout à fait. J'ai oublié le d'accord. prime en fait. Sinon, ça n'avait pas de sens, hein. Merci beaucoup. N'hésitez pas, hein, je commence à fatiguer un peu. J'ai déjà eu 2 heures de TD avant. C'est peut-être pour ça. Autre chose, là où je vais pouvoir simplifier pas mal les choses, c'est que ici, c'est un cas particulier. Alors, il faut faire attention, hein, c'est juste parce que je suis dans cet exercice-là. Il se trouve que quel que soit i, eh bien, j'ai xi plus 1 moins xi qui est égal à une longueur qui est donnée, en fait, qui vaut L sur 4. Voilà, donc ça c'est un cas particulier, mais ça m'évitera de noter sans arrêt xi plus 1 moins xi. À la place, je mettrai directement L sur 4. Ok, bah, du coup là maintenant c'est pas très passionnant parce que c'est du calcul très élémentaire. Il se trouve que c'est le seul exercice où on le fera, donc je vais vous le détailler complètement, mais je vais vous passer les étapes intermédiaires pour la plupart des termes en fait qu'on va calculer.
Donc ici, on a plusieurs termes à calculer. D'abord, donc pour les deux premiers éléments, je vous rappelle, excusez-moi, que les deux premiers éléments sont pour h qui est égal à h0. Donc ça veut dire que mon R00 par exemple de l'élément 1 et le R00 de l'élément 2, ça va être la même chose. Et pareil pour les éléments R10 et R01 et R10, R01 de l'élément 1 et de l'élément 2, tout ça, ça sera la même chose. Donc, du coup, je vais calculer le R, la matrice élémentaire de l'élément 1, l'élément 00 de la matrice élémentaire de l'élément 1, qui va être égal exactement à la même chose que l'élément 2. Ça vient du fait que ces deux éléments partagent la même valeur de h, en fait. Et donc ça va me donner, pour ces deux-là, h au cube fois l'intégrale de moins 1 à plus 1, donc j'en détaille au moins une, de phi chapeau prime de 0, de phi chapeau prime de 0, puisque c'est le R00 que je suis en train de calculer. Alors, multiplié par dx, dx chapeau moins 1, je continue à écrire ça pour l'instant, dx chapeau. Et donc, si vous faites le calcul, ce truc-là, eh bien, ça vaut h0 cube. Alors, c'est la dernière fois que je le mets, après je ne le mettrai plus. Ça, fois 2, fois l'intégrale de moins 1 à plus 1 de deux termes constants qui sont moins 1 demi. Donc ça, c'est mes dérivés. Moins 1 demi, c'est la même dérivée. Dx. Oula. Excusez-moi, j'ai eu un petit souci. Voilà, donc c'est un dx chapeau là, qui est ici, que j'avais oublié sur ma correction. Et ça, si vous faites le calcul, donc là je vais remplacer le xi plus 1 moins xi par L sur 4, donc ça fait 4 sur L, puisque c'est l'inverse qu'il me faut ici. Donc h0 cube, ensuite ça va faire 2 fois 2 sur 4, voilà, et ensuite ça fait en total plus 4L, facteur de h0 cube. Voilà, donc ça, c'est les deux premiers éléments de mes matrices élémentaires, de l'élément 1 et de l'élément 2. Je vous rappelle que le petit indice qui est là-haut, c'est I plus 1, c'est le numéro de l'élément. Voilà, ça c'est le numéro de l'élément. Ok, ensuite, je vais calculer les termes... Oui. Pourquoi il y a dans l'intégrale, c'est dx sur dx chapeau moins 1? C'était pas ça tout à l'heure. Parce que j'ai dû me tromper, je sais pas, j'ai peut-être fait une erreur. Non, j'ai pas fait d'erreur en fait. C'est bien dx moins 1 parce que, regarde, je reprends la formule générale, qui est juste là. En fait, celui-ci là, il va se neutraliser avec celui-là. T'es OK? Je t'entends pas là. Oui, je vous suis. Voilà. Et il va m'en rester plus qu'un, c'est celui-là. Donc du coup, en fait, c'est pour ça qu'à la fin, dans mon intégrale, j'ai plus qu'un terme en dx sur dx chapeau moins 1. Ça va? Ok, non, parce que je croyais que je croyais que c'était phi chapeau prime le tout de dx sur dx chapeau. Ah ouais, qu'on d'accord. évaluait Non, non, les non, non, phi non, 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 non. Ah ouais, ok, je comprends. Je comprends la méprise parce qu'effectivement, j'ai arrêté de mettre les phi prime 0 de x, etc. De x chapeau. Ouais, je comprends le truc. Ok. Comment je Ok, bah, pourrais... merci. Bah, je vais mettre un truc qui est pas très beau, mais je vais mettre un point là. Comme ça, on voit bien que c'est des multiplications. Ça va mieux là? Ouais, c'est mieux, merci. Ouais, ok, je comprends la confusion. Ok, alors maintenant je vais calculer. Oui. Je vois une question, c'est comment est-ce que vous sortez le h0 de l'intégrale? Parce que normalement, c'est un h qui peut Alors, varier entre h0 ou h1. c'est une très bonne question. C'est à cause de ça. D'accord? Tu vois ce que je viens Ah de oui, surligner? oui, j'avais pas vu, Je excusez-moi. suis sur l'élément 1, enfin sur les éléments 1 et 2. Et pour les éléments 1 et 2, en fait, h de x vaut h0. Oui, j'avais pas vu. Excusez, j'avais pas Non, marqué. mais c'est pas si évident que ça parce qu'il y a quand même plein d'indices dans tous les sens, donc c'est pas si facile en fait. Ok.
Alors ensuite, je vais pouvoir calculer les termes non diagonaux de ces matrices de raideur élémentaires. Donc R1, 0. Alors, entre autres, ici, comme mon problème est symétrique, ben, R1, 0 et R0, 1, c'est la même chose. Donc, tant qu'à faire, je vais calculer de la même façon. Et puis, toujours pour la même raison, parce que je suis du côté où h de x vaut h0, eh bien, en fait, mes deux matrices élémentaires, de l'élément 1 et de l'élément 2, ben, elles sont identiques, en fait. Donc, j'ai aussi R0 de 2, qui est égal à R0, 1 de l'élément 2. Donc, tout ça, c'est la même valeur. Donc, vous refaites tout le calcul que je viens de faire à l'instant. Bon, là, cette fois-ci, je ne vous mets que le début, mais je ne vous détaillerai pas tout le calcul. De toute façon, c'est quand même assez simple. Mais c'est simplement pour que, bah tiens, du coup, je vais en profiter pour remettre bien comme il faut là, le phi'1 de x chapeau. Voilà. Parce que c'est vrai que je n'avais pas fait gaffe, mais ça peut prêter à confusion à la fin. Voilà, donc ça, je calcule l'élément, par exemple. Alors ça, c'est le R01 que je suis en train de calculer. Je sais, c'est le même, hein, mais c'est juste histoire d'enfoncer le clou. Voilà, moins 1 dx chapeau. Et donc là, tout calcul fait, vous allez trouver que ce terme-là, il vaut moins 4 sur L H0 cube. Voilà. Alors, il m'en manque encore un que je n'ai pas calculé. C'est le R11 de 1 de l'élément 1 et le R11 de l'élément 2. Donc, même principe, hein, c'est le R11 de l'élément 1 égal au R11 de l'élément 2, toujours pour la même raison. Et là, bon, je vous passe tous les calculs, vous allez trouver, c'est toujours pareil. Hein. Ça fait 4 sur L H0 cube. Alors, encore une fois, je pourrais m'amuser à faire, enfin c'est pas très amusant d'ailleurs, à faire tous les calculs comme ça, les uns derrière les autres. Je vous laisse les faire, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que en fait, vous pouvez faire une analogie. Hein. Vous allez voir que pour les deux autres éléments, donc le 3 et le 4, bah, c'est tout pareil. Ce qui est un peu normal, puisque c'est les mêmes fonctions chapeau. C'est d'ailleurs tout l'intérêt en fait, d'utiliser les fonctions chapeau sur un élément de référence, c'est que finalement, vous faites le calcul qu'une fois, puis après, vous l'appliquez pour tout le reste. La seule différence, c'est qu'ici, j'ai h, ma fonction h va varier en fonction de la position de mes nœuds. Donc, je ne vais plus avoir en fait h0, mais je vais avoir h1. Donc, par analogie, en fait, vous allez pouvoir trouver que R00 de 3, c'est R00 de l'élément 4. Et ça vaut plus 4 sur L. H1, cette fois-ci, au cube. Les éléments, les termes non diagonaux, donc vous avez de l'élément 3, ils sont tous égaux également à l'élément 2. Et donc ça, vous allez trouver que ça vaut moins 4L H1 au cube. Et enfin, les derniers qui sont R11 de l'élément 3, c'est égal à R11 de l'élément 4. Et ça vaut plus 4 sur L H1 au cube. Voilà, j'ai donc comme ça, en fait, toutes mes matrices élémentaires. Et maintenant, je vais procéder à ce qu'on a vu en dernier, lors du précédent TD, c'est-à-dire l'assemblage de toutes ces matrices de raideur élémentaire. Alors j'espère que ça va vous paraître un petit peu plus concret, parce que c'est pour ça qu'on aime bien le faire proprement sur un exemple. Ça va vous permettre de mieux situer en fait ce que c'est que cet assemblage. Donc n'oubliez pas que notre but en fait, donc là on vient de calculer les RIJ, notre but en fait c'est de trouver RIJ, la matrice de raideur globale. Et donc on va l'obtenir cette fois-ci, cette matrice de raideur globale, par assemblage. Alors, je vais prendre un petit peu de place, donc je vais me mettre jusque là, et je vais essayer de vous faire ça le plus propre possible. Donc ça, ce sont tous les termes de ma matrice de raideur. Alors déjà, ce que vous pouvez constater, qu'ils sont tous facteurs de 4 sur L. Donc je vais éviter de mettre 4 sur L sans arrêt. Alors, on va se faire un grand trait comme ça. Donc ici, ça va être en fait tout ce qui concerne le nœud 1. Ça, c'est tout ce qui concerne le nœud 2, le nœud 3, le nœud... attendez, où est-ce que j'en suis là ?
Non, je ne sais pas pourquoi j'ai mis... non, en fait, je ne les ai pas appelés comme ça, mes nœuds. Hop. Je ne les ai pas appelés comme ça, je les ai appelés 0, etc. Alors bon, ça n'a pas trop d'importance parce que de toute façon, en fait, il s'appelle plutôt 0, 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est comme ça que j'avais appelé mes nœuds, donc je les appelle comme ça. Et puis mes éléments, je les avais appelés, donc là, entre 0 et 1, c'était l'élément 1, ça c'était l'élément 2, ça c'était l'élément 3, et ça c'était l'élément 4. Ok, donc maintenant j'ai dit ça. Ici, donc le terme qui est ici, alors je pourrais remettre la même chose ici. Alors, par contre, je ne voudrais pas... Ouais, je vais le mettre là derrière. Hop. Donc là, je pourrais remettre donc nœud 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc, ma matrice élémentaire R, donc 0, 0 de l'élément 1, ben, en fait, elle est là. Donc, mon premier terme là, que j'avais trouvé, c'était H0 au cube. Attendez, comme c'est l'élément 1, je vais l'écrire en rouge. C'est crado ce que je suis en train de faire, excusez-moi. Donc ça, c'est H0 au cube. Ensuite, dans ma deuxième, mon terme diagonal, j'avais un moins. Donc j'avais moins H0 au... Oula. C'est pas du tout là, ça, c'est là. Moins H0 au cube. Ok. Donc j'avais le terme symétrique qui était là. Moins H0 au cube. Et mon terme, donc si vous vous souvenez bien, qui s'appelait donc R11 de 1, il valait la même chose que le R00, c'est-à-dire qu'il valait H0 au cube. Voilà, ça c'était en fait ma matrice élémentaire composée de, alors si vous voulez je peux vous le remettre ici, hein. C'était petit r de 0, 0, de 1, ça c'était petit r 0, 1, de 1, ça c'était petit r 1, 0, de 1, et ça c'était petit r 1, 1, de 1. Je vais être obligé de les effacer, mais c'est juste pour vous montrer, parce qu'après ça va être un peu le bazar sur ma matrice. Ok, donc là, je viens de mettre la première matrice élémentaire qui correspond à mon premier élément. Ok. Ensuite, mon deuxième élément. Mon deuxième élément, tiens, je vais l'écrire en bleu. Donc, bien sûr, il partage le nœud 1 avec le premier. Donc, ici, comme je suis en train d'additionner mes matrices élémentaires, je vais avoir en fait le premier élément de ma matrice élémentaire de l'élément 2 qui est ici, qui valait également H0 au cube. Mes termes diagonaux, ils sont là. Voilà. Et mon dernier terme, donc le R11 de l'élément 2, il est ici. OK. Et je continue gaiement comme ça avec la suite. Donc la suite, bien, c'est l'élément 3. Donc l'élément 3, eh bien, je vais rajouter le terme que j'avais trouvé pour le R00 de l'élément 3, c'est-à-dire H1 au cube. Ensuite, j'avais moins H1 au cube ici pour donc l'élément diagonal, et j'avais son symétrique qui était là, moins H1 au cube. Et j'avais ici H1 au cube. Et voilà, on a fini pour l'élément 3. L'élément 4 maintenant. Dans l'élément 4, je vais le faire en blanc. Plus H1 au cube. Ensuite, ici, dans le terme diagonal, j'avais moins H1 au cube. Excusez-moi. J'étais en train de me dire, là, je suis un peu haut là. Je devrais être normalement même... On va tricher un peu là. Hop, je devrais être en face de ça en fait. Voilà. J'ai commencé à me dévier tout doucement là, à partir du 2. Là. Voilà. C'est beaucoup plus propre. Et puis donc du coup le 4 il va plutôt être par là. Voilà. Donc là, mon terme sur le nœud 4, c'est moins H1 cube. Là, en fait, j'ai encore moins H1 cube.
Et là, j'ai H1 cube. Et voilà ma matrice de Raider complète, assemblée. Bon, c'est un peu crado, je suis désolé. Hein, c'est pas facile en fait d'écrire sur une tablette. Alors, je vais juste mettre des petits machins comme ça là pour bien séparer les termes. Voilà, qui séparent en fait les éléments. Voilà. Et là, donc, j'ai ma matrice complète. Si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, à m'interrompre. Monsieur, on est Oui. d'accord que le 4 sur L, Oui. vous l'avez pris arbitrairement. Enfin, vous avez pris 4 Euh, points, mais arbitrairement. Ou Ah oui, c'est, bien sûr. Oui, 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 ah oui. Ok, ça s'est fait là, en fait. Attends, je remonte. Hein. Ça s'est fait ici, en fait. Là. C'est-à-dire que j'ai décidé de mailler avec 5 nœuds. Donc n égale 4, ouais, tout à fait. ok. C'est Que, arbitraire. Ouais. ok. J'aurais pu, tu vois, j'aurais très bien pu ne prendre que 2 éléments. Un entre x0 et x2 et un autre entre x2 et x4. Du coup, ma matrice aurait été plus petite. Hein. Ça aurait été pas mal, hein, d'ailleurs. Après, c'est dommage parce qu'il y a des trucs qu'on ne voit pas bien, du coup, quand je fais vraiment des maillages trop petits. Il se trouve qu'ici, en plus, ça aurait fonctionné, ça nous aurait quand même donné la bonne solution, parce que la solution, elle est linéaire en x, et elle a un changement de pente en x2. Donc, si j'avais que 2 éléments, bah, je trouverais la solution exacte, même avec 2 éléments. Voilà. Bon, mais c'est un cas particulier de cet exemple, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux pas trop en parler de ça. Mais tu as raison, c'est complètement arbitraire. Parce que, en fait, on aurait pu résoudre avec un HI, tel qu'on puisse, pour n'importe quel nombre de points, résoudre le problème. Mais du coup, c'est pareil. Bah, oui, bien sûr, j'aurais pu prendre par exemple 6 éléments au lieu d'en prendre 4, j'en aurais pris 6. Bon, bah, ça ne change rien, si ce n'est que ma matrice, j'aurais pas pu l'écrire sur l'iPad, quoi. Ok, ok. C'est tout, c'est juste à cause de ça, en fait. Hein. Et puis parce que ça fait trop de termes à écrire. Mais sinon, oui, tu as raison, c'est totalement arbitraire. Là, hein. Alors après, il y a un autre truc que j'ai fait de manière arbitraire, mais ça, c'est l'énoncé qui me l'a dit. Il m'a dit, il faut que tu places un des nœuds sur le point milieu, c'est-à-dire le point où il y a changement entre H0 et H1. Ça, c'est pour pouvoir simplifier les calculs. Mais on verra après comment on fait si par hasard, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, je vous referai l'exemple, mais au lieu d'avoir 4 éléments, on n'en aura que 3. Donc forcément, le troisième élément, il sera coupé en deux entre H0 et H1. Ça va? C'est tout bon pour toi? Oui, oui, merci. D'accord. Ok. Donc voilà, ça c'est ma matrice assemblée. Bon, bah, il faut le faire au moins une fois à la main, histoire de bien comprendre. Alors ça ne suffit pas parce que bah, c'est bien gentil, mais là, je n'ai pas mon système. Hein. Pour avoir mon système, il faut que je calcule le second membre. Alors on y va. Alors le calcul du second membre, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait L de VH, c'était 6 mu U facteur de H0 moins H1 facteur de VH de L sur 2. Donc du coup, si vous regardez bien, mon L, I, là, ma matrice colonne, hein, c'est un vecteur colonne, il vaut en fait 6 mu U, bah, ça c'est un terme constant, donc voilà, H1, multiplié par, bah, on y va, phi 0, bah, c'est pas phi 0 de x, hein, c'est phi 0 de L sur 2, parce que ça c'est mon VH, hein. Phi 1 de L sur 2, phi 2 de L sur 2, et phi 3 de L sur 2, et phi 4 de L sur 2. Voilà, ça c'est mon deuxième terme. Ok. Alors maintenant, si on regarde bien ça en détail, vous apercevez que parmi toutes les valeurs que je viens d'écrire, en fait, il n'y en a qu'une qui est non nulle. C'est laquelle? Il y a un endroit où, en fait, mes phi, ils sont non nuls. Phi 2 de L sur 2. Ouais, tout à fait. C'est le seul qui est non nul. Parce que tous les autres, en fait,
c'est pas que phi de 0, par exemple, L sur 2 est nul, c'est que phi de 0, en fait, en L sur 2, il vaut 0. Alors là, il faut vous reporter au TD d'avant, où je vous ai montré que les fonctions chapeau, en fait, n'étaient égales à 1 que sur le nœud pour lequel elles ont été définies. Ensuite, elles décroissent linéairement jusqu'à 0, et ensuite, elles sont nulles. Donc forcément, bah, phi de 1 de L sur 2, on est trop loin du nœud 2, donc ça vaut 0. Phi de 1 de phi de 0 pardon, de L sur 2, ça vaut donc 0. Phi de 1 de L sur 2, c'est pareil. Là, on est pile à la limite, mais il se trouve que c'est la valeur où ça vaut 0, donc ça vaut encore 0. Et par contre, à phi de 2 de L sur 2, bah là, en fait, ça, c'est égal à 1, puisque c'est la définition. En fait, L sur 2, si vous regardez bien, on va le faire encore mieux, c'est x2. Donc phi de 2 de x2, bah, c'est le truc qui vaut 1. Donc ça va me faire en fait 6 fois 0, 0, 1, 0, 0. Voilà, ça c'est mon second membre. Ok, on va arriver à quelque chose que je vous avais dit qu'on mettrait de côté pour le voir avec un exemple, c'est ce qu'on appelle la prise en compte des conditions limites. Alors il y a plusieurs façons de prendre en compte les conditions limites. Alors à partir de là, attention, on va sortir du domaine mathématique, on va rentrer dans ce que j'appelle moi des algorithmes informatiques pour pouvoir faire le calcul simplement. Donc on est un petit peu en dehors en fait des maths, mais ce qui est un peu normal puisque la méthode des éléments finis, bon, c'est beaucoup de mathématiques, mais c'est aussi beaucoup de programmation en réalité. C'est pour ça que ça peut être une méthode aussi prolifique. Alors la première méthode que je vais vous montrer, c'est ce qu'on appelle, elle n'a pas de nom, premièrement, c'est la méthode barrage des lignes et des colonnes. Je vais l'appeler comme ça. Voilà. Donc en fait, cette méthode, en fait, on barre les lignes et les colonnes des nœuds sur lesquels on a des conditions de Dirichlet. Donc en fait, c'est la méthode sympathique en fait, parce que c'est ce qui permet en fait d'avoir un système à résoudre qui est plus petit. Donc ici, en fait, on connaît P0 de 0 et P5 pardon. Et qu'est-ce que j'ai écrit là? Ouais, en fait, on connaît, je voulais dire, on connaît la pression en fait, c'est n'importe quoi ce que j'ai écrit là dans ma correction, excusez-moi. On connaît tout simplement P de 0, puisque c'est une condition limite de Dirichlet qui vaut 0. Et P5 qui vaut également 0. Donc ça, ce sont nos deux inconnus qui sont nuls. Pardon. Donc du coup, si on barre en fait tous les termes de cette matrice-là qui font correspondre à 0, c'est pas le nœud 5, c'est le nœud 4. Oh là là. Oh là 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 là. Voilà, et P4. Voilà. Alors je vais le faire. Voilà. Il suffit qu'on enlève à notre matrice ça. Voilà. Et puis, on va enlever... Alors, on barre tout. On barre ça. On barre ça parce qu'on va barrer tout ce qui est P4. Et on barre ça parce que on va barrer effectivement tout ce qui correspond à P4. Donc, vous voyez que le système qui nous reste, c'est le truc qui est juste là. C'est tout. Alors, je vais juste, histoire de ne pas gâcher complètement ma matrice, je les laisse et je vais la réécrire proprement. C'est juste pour vous montrer, c'est tout. Donc, du coup, le système que j'ai à résoudre, c'est ça. Donc il est plus petit. Voilà. Alors quand on a à la résoudre à la main, c'est tant mieux, quoi, du coup. Là-haut, j'aurais pu mettre 2H0 cube. J'étais un peu
un peu feignant, là. Voilà. 0. Alors, c'est une méthode qui est effectivement sympathique quand on fait des calculs à la main. Voilà. Hop. Et il nous reste, alors bien sûr, comme on a barré P0 et P4, ben, il ne nous reste plus que comme inconnu P1, P2, P3. Et puis bah, ça va être égal à 0, 6 mu U H0 moins H1 et 0. Voilà, c'est fini. Vous résolvez le système. Vous avez un système à 3 inconnus, 3 équations. La résolution vous donne P1 qui vaut 3L mu U H0 moins H1 sur 2H0 cube plus H1 cube. Voilà, et d'ailleurs, entre parenthèses, vous trouvez la même chose pour P3. Hein. Vous trouvez P2 qui vaut alors la même chose, sauf qu'il n'y a pas le demi, donc c'est 3L mu U H0 moins H1 sur H0 cube plus H1 cube. Voilà, ça c'est P2. Je vais l'écrire comme il faut. Et c'est fini. Voilà, sachant que vous connaissiez déjà P0 et P4 qui valaient 0. Donc, ce que j'ai appelé en fait les pH, les P1, P2, etc. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit à un moment donné, mais je pense que vous avez compris. Hein, c'est les pH de I ou les pH de XI. Tout ça, c'est tout des notations équivalentes. Hein. Je crois qu'on l'avait fait la dernière fois. Je vous avais dit qu'à la fin, les degrés de liberté, on va simplifier les écritures. Et au lieu de les appeler pH de XI, on va les appeler PI. Moi aussi, je crois que je vous l'avais dit la dernière fois. Voilà, en fait, on a résolu notre problème. Du coup, comme on l'a résolu, on peut se permettre de tracer ce qu'on trouve, hein, tant qu'à faire, donc en fonction de x. Donc, je reprends là. Et monsieur, Oui. qu'est-ce que c'est que n dans votre formule? Dans votre équation, pardon. Ah, pardon, excuse-moi. C'est celui-là, en fait, que j'aurais dû appeler petit l. Ouais, je me suis trompé. Tu vois, partout, là, j'aurais dû mettre petit l. Tu as raison, c'est petit l. Parce que dans l'énoncé, ça s'appelait petit l. Je ne sais pas pourquoi je l'appelais grand l. Voilà, donc partout, là, hop, là, vous mettez des petits L partout, là. Merci de l'avoir fait remarquer. Si vous en voyez d'autres, vous me le dites. Hein. Allez. Il y en a beaucoup, je pense. Ouais, non, ça y est, regarde. Je crois que je les ai. Ah, encore un là, et c'est fini. Voilà. Ouais, il y a aussi tout cela. Oh, purée, ouais, t'as raison, il y en a vraiment beaucoup. Ouais. Bon, il faudra que je revoie ça. C'est bon, là? Allez. Putain. Bon, vous remplacez tous les grands L par des petits L. Ou vous dites que grand L et petit L, c'est la même chose. Ok, ça marche. Alors, en fait, le problème, c'est que c'est ce petit L-là, c'est après, il va s'appeler grand L, ce truc-là. C'est pas terrible au niveau notation, quoi. Mais bon, normalement, ça ne peut pas se confondre puisque grand L de quelque chose, c'est une application linéaire, alors que petit L ou grand L, c'est un scalaire. Mais effectivement, je n'avais pas fait gaffe. Merci de me l'avoir fait remarquer. Alors, je continue. Donc, x3, x4. Donc, si je fais mon tracé, eh bien, je vais trouver, donc, quand x2, j'ai ma valeur maxi, qui est là. Donc là, ma valeur maxi, c'était la valeur en 3 quelque chose. Quand je suis en x1 ou quand je suis en x3, je trouve la même valeur, qui est là, qui vaut en fait par rapport à mon 3 quelque chose, qui vaut 3,5 là cette fois-ci. Et quand je suis à 0, je suis à 0. Et quand je suis à 4, je suis à 0. Donc du coup, ça me permet de tracer. Alors, à ce stade-là, je ne sais pas si c'est la solution exacte, hein, mais en tout cas, la solution approchée, c'est ça. Là, je montre. Alors, en théorie, c'est des droites, hein, ce que je suis en train de tracer. Hein, il n'y a pas de cassure hein, dans la droite. Voilà. Et ça, en fait, ce que je viens de tracer, eh bien, ça, c'est pH de x. C'est pH de x, voilà, c'est ça. Tout à fait.
Voilà ce que donne en fait la résolution élément fini de ce problème-là. Est-ce que ça va bien pour tout le monde? Sinon, n'hésitez pas. Alors, il y a une autre méthode qui consiste à garder le système complet et à mettre des 1 sur la diagonale. Alors, bon, je ne vais pas tout le refaire, hein. C'est ce que j'appelle la deuxième méthode. Alors, je crois que c'est celle-là qui est utilisée dans le fichier MATLAB que vous avez en fait à mettre à jour. Voilà, donc mettre à 0. Bah, c'est pareil en fait, les lignes et les colonnes. La seule différence, c'est qu'on ne va pas les barrer. On va les remplacer par des zéros. Mais pour que ça fonctionne quand même, alors je vais vous remettre en fait ce que vous... Grand R. On ne va pas les barrer, mais du coup, on va mettre des 1 à la place ici, histoire de pouvoir les laisser. Voilà, donc ça vous fait rajouter ça. Enfin, ça ne vous fait pas rajouter, hein, vous mettez simplement des zéros. Non, il n'y a pas de 1 là, c'est encore un 0. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, ça c'est bon. Ça, c'est tout ça, là, tout ce que je suis en train d'écrire, là, c'est comme la technique précédente. Hein. Vous voyez, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose, sauf que vous mettez des zéros au lieu de barrer les lignes et les colonnes. En fait, c'est la même méthode, grosso modo, sauf que celle-ci, elle est plus facile à programmer, puisque vous avez juste en fait, à assigner des zéros ou des 1 dans les termes diagonaux. Voilà. Et pour le reste, du coup, votre deux second membre, là, le L, eh bien, vous embêtez pas, vous mettez la valeur en fait de P0, qui est ici, mais qui vaut donc 0, donc ça ne change rien en fait. Là, vous mettez ce que vous aviez avant. Et là, en fait, vous mettez 0. Et là, vous mettez la valeur de P4 qui ici vaut 0. Voilà, donc c'est tout. Ça fait strictement rien de plus, si ce n'est que c'est plus facile en fait à programmer. Voilà, cette deuxième méthode. Alors que celle-ci, celle où on barre les lignes, celle-ci là, eh bien c'est plus facile quand vous devez résoudre le système à la main, comme ce qu'on vient de faire maintenant. Voilà, mais si vous deviez programmer, effectivement, vous mieux utiliser la deuxième méthode. La troisième méthode est un peu plus sioux. Là, on va commencer à franchement rentrer dans la bidouille informatique. Hein. Ça s'appelle la substitution. Alors, cette troisième méthode de substitution, alors, je vais aller chercher ma jolie matrice, hein, parce que sinon, ça va m'éviter de la réécrire à chaque fois. C'est là où, franchement, j'aime bien être sur un iPad plutôt que sur un tableau. Enfin, si j'y arrive. Hein. Copier. Oula, 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 là. Pourquoi je vais balancer ici? Et là, si je fais coller, comment on fait coller là? Ah, j'arrive pas à coller. Excusez-moi, je maîtrise pas encore mon iPad. Hein. Il me semble qu'il faut rester appuyé. C'est ce que je fais en fait. Mais il veut Okay. pas. Je recommence. J'ai dû merder quelque part. Excusez-moi. Ouais, c'est ce que je faisais. Ouais, je restais appuyé. Mais il ne voulait rien savoir. Bon, je pense que même si je recommence 2 ou 3 fois, je gagnerai du temps par rapport à tout réécrire. Copier. Ok. Décidément. Et là, si je fais coller. Waouh, miracle. Super. Voilà. Je vais reprendre ça ici. Voilà. Ok, donc là, pour la méthode de substitution, alors c'est un tout petit peu plus subtil en fait. Je vais prendre, en fait, je vais rassembler mes inconnus. C'est-à-dire que
ici, enfin plutôt, je vais rassembler les nœuds sur lesquels j'ai des DLL. Donc, je vais prendre cette ligne-là, complète, et je vais la déplacer pour la mettre à côté de ma ligne où j'ai déjà des DLL, c'est-à-dire qu'en 0, j'ai P0 qui est connu, qui vaut 0. Donc, je vais la mettre juxtaposée. Et du coup, ça va m'obliger à prendre cette colonne-là, si je veux que mon système reste le même. Hein. Donc, je vais prendre cette colonne-là. Alors, vous voyez que, bon, à faire comme ça à la main, c'est pas simple. Par contre, à faire informatiquement parlant, c'est simplement des indices de colonnes qui changent. Hein. Et donc, celle-là, je vais la mettre devant, là. Ça, je suis obligé de le faire. Donc, en réalité, même je fais ça en premier, et ensuite, je vais déplacer cette ligne-là. Voilà. Donc, c'est une substitution, c'est-à-dire que je vais substituer des lignes à des autres et des colonnes à des autres. Je ne vous l'ai pas tracé, mais bien sûr, le jaune ici, là, ce que j'ai fait en jaune, c'est aussi à faire sur les inconnus et sur le second membre. Donc là, comme je n'avais pas les inconnus, bah, ça veut dire qu'à la fin, une fois que j'ai fait le jaune, mes inconnus, bah, ça va devenir P4, pardon, P0, voilà, et puis ensuite, je vais retrouver P1, P2, P3, voilà. Et mon second membre, après donc le jaune, là, eh bien, ça va devenir quelque chose qui va ressembler à... Donc, je vais avoir 0, 0, 0. Ensuite, je vais avoir mon 6 mu U H0 moins H1. Et ici, je vais avoir 0. Et c'est tout. Voilà. En fait, j'ai ce 0 là qui était là, qui est passé là-haut. Voilà. Donc ça, c'est simplement ça. Monsieur, Alors, oui. en vrai, j'ai pas trop compris ce qu'on fait, comment les substitue. Eh ben, alors, ok. Ben, si tu n'as pas compris, c'est pas grave. Je pense que tu vas mieux comprendre maintenant parce que ce que j'ai expliqué, ce que j'allais faire là, avec les traits jaunes et les traits rouges, là, les cadres rouges, je vais te donner le résultat sur la matrice. Comme ça, je pense que ça répondra à ta question. On fait comme ça? D'accord. Ça marche. Donc, une fois que vous avez fait ça, donc là, maintenant, je vais réécrire effectivement toute la matrice, mais en ayant fait donc la substitution rouge et la substitution jaune. Ça va me donner ça. Alors, 4 sur L, donc ça ne change pas. Donc ici, je vais avoir H1 cube, 0. Alors là, effectivement, vous vérifierez que je ne me suis pas trompé, hein, mais là, j'ai fait le boulot d'un ordinateur, hein, c'est-à-dire que je n'ai pas réfléchi, hein, j'ai pris les lignes, les colonnes, je les ai bougées exactement comme je viens de vous dire. C'est-à-dire que le but, c'est de regrouper au même endroit ce qui est inconnu et ce qui est connu. Voilà, c'est ça le but de la substitution. Voilà, donc ça, eh bien, c'est ce que j'obtiens. Ensuite, ici, j'ai un 0 moins H0 au cube. Là, j'ai 2H0 au cube, moins H0 au cube, 0. Donc là, je vous montre le résultat. 0, 0, moins H0 au cube. En général, on ne le fait pas, mais je me suis aperçu que quand je ne le fais pas, les étudiants ne comprennent absolument rien de ce que j'ai fait avec les petits cadres et le déplacement des petits cadres. Donc, cette fois-ci, je me suis dit, allez, je le fais propre et je vous donne directement donc, ce que ça donne, le résultat, une fois que vous avez fait tous les déplacements. Comme ça, vous pouvez le reproduire éventuellement. Voilà. Et mon dernier terme qui est là, de H1 au cube. Donc, du coup, je vais aussi vous mettre ce que j'ai fait sur les inconnus. Donc ici, ça, c'est... Alors, je sais que c'est bizarre, mais c'est simplement pour que vous compreniez. Ça, c'est ce que je connais, en fait. Voilà. Parce que normalement, il ne faut pas mettre P4 égal, il faut mettre 0, 0, et c'est évident. Et là, en fait, j'ai P1, P2, P3. Alors là, je n'ai pas le choix parce que ça, c'est des inconnus. Et donc, ça doit être égal à... Alors, mon second terme. Alors, ce que j'ai mis en réalité à 0, ce n'est pas vraiment à 0. En fait, c'est des inconnus, ces trucs-là. Donc ça, c'est l'inconnu 4. Ça, c'est l'inconnu 0. Parce que, je vous rappelle, si j'impose, par exemple, une pression à un endroit, ça veut dire que du coup, je ne peux pas imposer le second membre sur cet endroit. Et à l'inverse, si j'impose le second membre, ça veut dire que je ne connais pas la pression. Donc ici,
bah, c'est là par contre je connais le second membre puisque je ne connais pas la pression. Voilà, et là j'ai 0. OK. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va désigner, on va nommer en fait nos morceaux de matrice. Parce que finalement, si vous regardez bien, ça c'était la matrice que j'avais, celle-ci là, c'est celle que j'avais quand j'avais barré mes lignes et mes colonnes. Vous savez, c'était la première là. Donc celle-ci là, je vais l'appeler R bar. Ça c'est ma matrice R bar. Ensuite, je vais en prendre une autre, voilà, ici. Donc ça, celle-ci, toc, toc. Ce petit bout qui est là, là, je vais l'appeler, c'est encore un bout de R en fait, hein, mais je vais l'appeler R tilde. Voilà. Les noms n'ont pas d'importance là, hein, je vous fais ça comme ça. Ce petit bout là qui est là, ça, c'est ce que je vais appeler en fait R'. Vous constatez que R', je le retrouve là en fait. Ça, c'est automatique. Hein. Je vais le retrouver ici. Ça, c'est R', mais sauf que c'est R' transposé. C'est la transposée de R' en fait que j'ai là. Ensuite, dans mes inconnus, bah, ça, ce truc-là, je vais appeler ça, ce vecteur-là, je vais l'appeler P bar. Voilà, c'est mon vecteur P bar. Ces inconnus-là, je vais les appeler L tilde. Voilà, par exemple. Et enfin, pour terminer, allez, on va continuer. Ça, c'est ce que je vais appeler P tilde, c'est mon vecteur d'inconnu. Et ce truc-là, je vais l'appeler L bar. Voilà, donc l'important en fait de bien comprendre ce qu'on a fait ici, c'est que le seul truc qui nous intéressait, c'était ça. C'était de regrouper les termes connus. Ça va? Voilà, donc c'est le seul truc qui nous intéresse. Alors maintenant, si je réécris tout ce que je viens de dessiner là, je vais le réécrire, mais de manière beaucoup plus concise. Donc en fait, mon gros système d'équations, c'est ça en fait. C'est R tilde, R', transposé de R', R bar. Donc là, j'ai ma grosse matrice, hein, voilà. Et fois bah, P bar, P tilde, qui est égal à L tilde et L bar. OK. Donc, si vous regardez ce macro-système ici, bah, si je le développe, alors on y va, on va faire première ligne, première colonne, ça fait R tilde fois P bar, plus R' fois P tilde, donc colonne, donc je suis en train de faire colonne, ligne, colonne, fois P tilde, ça doit être égal à L tilde. Ok, ça c'est mon équation 1. Ensuite, j'ai la transposée de R', P bar plus R bar P tilde qui va être égal à L. Ça, c'est mon équation 2. Alors, cette équation 2, je peux la réécrire. Et à ce moment-là, je fais R bar P bar qui est égal à L bar moins la transposée de R', P tilde. En fait, tout ça, c'est connu. Vous regardez bien. Tout ça, c'est connu, en fait. Si vous regardez, c'est que des choses qui sont connues. Donc, du coup, bah, il suffit que j'inverse, parce que ça aussi, c'est connu. Hein. Donc, j'inverse, en fait, R, je le multiplie par ce qui est connu derrière, et ça va me donner P bar. Alors, P bar, entre autres, ça me donne simplement quelque chose que ça va me permettre de trouver en réalité. En fait, ça me permet de. En fait, là, ça me permet de rien trouver, ce truc-là. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Ouais, on trouve P bar, mais ouais, si, on trouve P bar. Ok. Et une fois que j'ai trouvé P bar, en fait, eh ben, je l'injecte dans 1. Et donc, une fois que j'ai injecté dans le 1, ben, ça va me donner que L tilde est égal à R tilde P tilde
plus R', P bar. Et voilà, c'est fini. Et donc, du coup, je peux déterminer mes inconnus inc 0 et inc 4, qui ne sont pas en fait des inconnus qui étaient demandés dans le problème. Donc, c'est pour ça qu'en général, on ne vous présente pas cette solution-là de substitution, parce que ce n'est pas ce qu'on vous demande en fait. Ok, donc ça, pas simple, ni à comprendre, ni à programmer en réalité. Et pour être vraiment complet, eh bien, je vais vous présenter une quatrième méthode. Et c'est ce qu'on appelle la méthode des multiplicateurs de Lagrange. Alors celle-ci, c'est la plus propre, mais ce n'est pas forcément celle que vous allez trouver dans tous les codes éléments finis, parce qu'elle demande d'augmenter en fait le nombre d'équations du système. Donc en fait, pour les multiplicateurs de Lagrange, en fait, on ajoute des équations. Alors, qu'est-ce qu'on va ajouter comme équation? Alors, on va prendre notre système existant. Donc, système existant, on va le nommer. Donc. Alors, faites attention, là, les tildes et les barres, ils n'ont plus rien à voir avec ce qu'on a vu avant. On va écrire notre système d'inconnus, comme ça. Voilà, ça, c'est nos inconnus. Et ça va être égal à quelque chose qui est connu, L bar. Mais on va rajouter des équations avec une matrice diagonale que j'appelle D. On va multiplier D par P tilde, et ça va nous donner en fait P bar. Donc D, c'est une matrice rectangle qui vaut ND par N. Donc A, ça c'est le nombre de DDL connus, et N, c'est le nombre de DDL. Donc en fait, c'est les inconnus. Donc du coup, ça, en fait, ça, ce que j'appelle les DDL connus, en fait, c'est Dirichlet. Alors celle-ci, elle est super facile à mettre en place, parce qu'une fois que vous avez fait ça, vous recomposez un gros système avec vos matrices, là, R transposé de D, D, la matrice nulle qui est ici, fois P tilde, L tilde, qui va être égal à L bar, P bar. Donc ce système, en fait, il a plus d'équations. Ce système a N plus ND équations. Donc c'est pour ça qu'en général, ce n'est pas forcément un truc très sympathique. Mais du coup, il est très facile à appréhender. Alors, je vais encore une fois reprendre, je ne sais pas s'il l'a encore gardé dans le presse-papier. J'ai pas l'impression. Non, bon. Je suis pas doué avec mon copier-coller, moi. Donc, je vais retourner chercher ma petite matrice. Ah, mais peut-être qu'il faut faire ça, en fait. Non. Bon. Ah, si. Si. C'est en fait, il faut repasser sur l'outil de sélection. Hop là, on va peut-être gagner du temps, là, du coup. Ouais, pas mal. Ok. Donc, je vais reprendre ma matrice. Par contre, il va me falloir un petit peu de place, donc je vais effacer des trucs. Ça, je vais l'effacer. Ça, j'en ai plus besoin. Toc. Voilà, hop. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait comment on fait pour shrinker la sélection? Non, personne. Je vais réécrire le 4L après, ouais. Ok. Alors, donc à cette matrice, je vais lui rajouter des termes. Je pense que là, vous allez mieux comprendre du coup. Bon, déjà, je vais mettre les zéros ici pour qu'on voit bien à quoi ça correspond. Voilà. Ok. Donc, la première chose à faire, c'est que je vais rajouter D. Alors, D, c'est très facile.
c'est un 1 ici, parce que c'est ma première condition Dirichlet. Ma matrice, c'est une matrice diagonale, donc avec que des zéros, sauf sur les deux termes qui correspondent en fait au nœud de Dirichlet. Voilà. Ensuite, je vais la retrouver ici, mais en transposé. Donc ça, c'est D que je viens d'écrire. Ensuite, je vais remettre ici D transposé. Voilà. Et ici, vous retrouvez mon quadruplet de 0. Donc ça, tout ça, ça c'était mon quadruplet de 0. Ça, c'était D. Et ensuite, là, ça, c'était D transposé. Transposé de D. OK. Donc tout ça, maintenant, je ferme ça. Bon, mon écran est décidément un peu trop petit. Et je le multiplie en dessous par le vecteur inconnu, qui est... Alors, le gros avantage, c'est que je ne le change pas du tout d'ordre. Vous voyez, je n'ai pas à faire de substitution, justement. P3, P4, et bien sûr, je rajoute les inconnus, 1, 0 et 1, 4. Voilà. Et donc ça doit être égal à mon second membre, L, qui vaut donc 0, 0. Donc lui non plus, je ne le touche pas en fait. Encore une fois, c'est ça la puissance en fait des multiplicateurs de Lagrange ici. Je ne touche pas en fait à ma matrice. Voilà. Et là, en fait, là j'ai P0 qui a été donné, et puis là j'ai le P4 qui a été donné, c'est-à-dire, normalement je devrais mettre 0, mais voilà. Ok, donc en fait, ici, ça c'est... comment je l'ai appelé celui-là? Donc celui-là, je l'ai appelé... Ce truc-là, là. Je l'ai appelé... Je crois que dans mon test, je l'ai appelé P bar. Ce truc-là, je l'ai appelé L tilde. Voilà. Et puis ensuite, cette chose-là, c'est ce que j'ai appelé L bar. Et ce truc-là, c'est P tilde. Voilà. Donc c'est fini. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à résoudre. Alors, vous allez bien sûr trouver la même solution qu'avant, hein, mais sauf qu'en plus, bah, vous allez trouver en fait ce que vaut 1, 0. Donc ici, par exemple, 1, 0, ça va être 6h cube U mu H0 moins H1 sur H1, 0 au cube plus H1 au cube. Et 1, 4, bah, en fait, c'est quasiment la même chose, sauf que c'est 6 fois H1 au cube. Voilà, tout ça, c'est tout pareil. Alors, qu'est-ce que c'est que ces machins-là? Vous voyez qu'en fait, ces inconnus, ce sont, si vous faites l'équation en dimension, ce sont des newtons, en fait. Et les newtons, en fait, c'est exactement ce qu'on avait comme unité dans le second membre, le L. Alors, qu'est-ce que c'est que ces efforts? Ben, ce sont les efforts de réaction au nœud qui sont dus à la pression. Donc, ça fait des efforts. Et bien, ce sont ces efforts-là qui sont calculés dans ces inconnus-là. Voilà. Donc, on a les efforts, finalement. Donc, alors, il y en a un endroit où on le connaît, c'est ici. Parce que là, en fait, il est donné par la formulation faible. Et par contre, du coup, ça nous permet de le déterminer ici, c'est-à-dire en 0 et en 4. OK. Tout le monde va bien? C'est pas facile, hein. Je pense que ça en met un peu plein la tête. Maintenant, sachez que par rapport à d'habitude, bah, je fais ce TD-là en à peu près 2 fois plus de temps. En ce moment-là. D'habitude, je mets 2 fois moins de temps. Donc, c'est un peu l'enfer. OK. Maintenant, dans la 7e question, alors j'ai encore pas fait tout ce qui était résolution en P2, hein. Donc ça, je ne sais pas si on aura le temps, mais je voudrais d'abord vous faire la 7e question, qui est la solution exacte en fait. Parce que là, on a trouvé une solution approchée, et maintenant, il faut qu'on trouve une solution exacte.
Donc là, on va se reposer un peu le cerveau, on va faire des maths pour de vrai, et on va plus faire d'éléments finis. Donc là, on parle de la formulation forte et on vous dit, ben, allez-y, résolvez en fait directement la formulation forte. Donc si on reprend notre formulation forte, c'était quelque chose du style h cube par p prime, c'est égal à 6 mu u h'. Voilà, ça c'était notre formulation forte. Donc la première chose à faire, bah, c'est que vous êtes obligé de l'intégrer, mais on va l'intégrer suivant la valeur de h, c'est-à-dire qu'on va l'intégrer une première fois, alors on intègre, et puis après on distinguera les deux bouts du domaine. Donc si on intègre ça, eh bien on va trouver que alors, h cube p' va être égal à 6 mu u h plus k0, une constante. Donc, pour le premier intervalle, donc pour x éléments de 0 à L sur 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que h cube p' va être égal à 6 mu u, mais cette fois-ci h0 plus k0. Et pour x éléments de L sur 2 à L, on va trouver que h cube p', ça vaut 6 mu u h1 plus k0. Ok. Donc, ce terme-là, ce que je vais faire, c'est que je vais directement passer... Ce que je vais faire, c'est que je vais passer le h cube là. Parce qu'en fait, il n'a rien à faire là. Et puis, vu que je suis dans le premier élément, en fait, ça c'est h0 cube et ça c'est h1 cube. Voilà. Donc ça, c'est les deux expressions qu'on obtient de la dérivée. Alors, ce coefficient-là, tout ce coefficient-là, tout ça là, je vais l'appeler alpha. Et tout ce coefficient-là, je vais l'appeler bêta. Ça, c'est mon équation 1. Ça, c'est mon équation 2. Alors, on va intégrer 1. Donc, si on intègre A, on va obtenir en fait que P de x, ça va être égal à alpha x plus une constante K1. Mais en fait, j'ai P de 0 égale 0. Ça, c'est dans mes conditions limites. Donc, ça veut dire que K1 égale 0. Donc, finalement, P de x égale alpha x. OK. Ensuite, en intégrant cette fois-ci l'équation 2, je vais trouver que P de x, ça vaut bêta x plus K2. Avec ma condition limite P de L égale 0. Donc, ça veut dire que K2 doit être égal à moins bêta L. Donc, ça veut dire que mon P de x, en réalité, il s'écrit bêta facteur de x moins L. OK. Donc là, j'ai deux morceaux. Après, ce qui se passe, c'est que ces deux morceaux, et alors, il ne faudrait pas que je l'écrive comme ça, il faudrait l'écrire comme ça, pour x égale L sur 2, bah, ces deux morceaux doivent être égaux. Donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que les deux valeurs en 1 et en 2, là, petit 1, petit 2, bah, ces deux valeurs de P de x doivent être égales. Donc si je prends la première, bah, ça veut dire que alpha L sur 2 doit être égal à bêta L sur 2 moins L. En fait, j'ai égalé l'expression qui est là avec celle-ci en x égale L sur 2. Et ça me donne ça. Vous faites le calcul, ça va vous donner que forcément, vous avez bêta qui est égal à moins alpha. Voilà. Donc, vous obtenez, du coup, grâce à cette valeur identique, vous allez obtenir en fait une équation qui va être 6 mu u h0 plus k0 sur h0 au cube doit être égal à moins 6 mu u h1 plus k0 sur h1 au cube. Vous résolvez ça et ça va vous donner ce que vaut k0. Donc k0,
Alors, ce n'est pas immédiat, hein, c'est un petit peu long comme calcul. 6 mu u H0, H1 au cube plus H1, H0 au cube, facteur de H1 au cube plus H0 au cube. Donc là, vous trouvez K1 comme ça. Alors là, le calcul est encore plus long. Bah, une fois que vous avez, pardon, vous trouvez K0. Et une fois que vous avez trouvé K0, bah, du coup, vous pouvez en déduire ce que vaut alpha. Donc alpha, du coup, bah, ça vaut 6 mu u H0 moins H1 divisé par H0 cube plus H1 cube. Et du coup, bah, vous avez entièrement déterminé P de x. Donc en fait, pour le premier intervalle, pour x, élément de 0 à L sur 2, vous trouvez que P de x, c'est égal à 6 mu u H0 H1 sur H0 cube plus H1 cube facteur de x. Et pour x élément de L sur 2 à L, vous trouvez que P de x, c'est égal à... c'est égal à quoi? Bah, c'est égal à la même chose, ce même truc-là, mais facteur de L moins x. Voilà. Parce qu'en fait, normalement, c'est x moins L, mais comme bêta, c'est moins alpha, ça fait L moins x. Et voilà, et c'est terminé. On a trouvé, du coup, ce qu'on appelle la solution exacte de notre problème. Alors, ce que vous apercevez, c'est que cette solution exacte, en fait, elle est linéaire en x. Donc, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, vous pouvez directement, avec des éléments P1 qui sont aussi linéaires en x, bah, vous pouvez trouver la solution exacte. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, moi, dans l'exemple, je vous ai pris 4 éléments, mais si j'en avais pris, par exemple, que 2, et ben, en fait, j'aurais trouvé aussi cette solution exacte. Alors, l'autre conséquence, ça veut dire que les éléments de Lagrange P2 qui incluent la famille des éléments P1, puisqu'ils sont quadratiques, donc on peut retrouver les éléments P1 à l'intérieur, eh bien, eux vont aussi donner la solution exacte. Voilà, donc ça, c'était la question 7. Oui. C'est comment qu'on trouve alpha? J'ai pas compris. Quand on trouve K0, après, comment on trouve alpha? Alors, ok, j'ai peut-être été un peu vite là. Donc, une fois que tu as K0, qu'est-ce que tu en fais? Eh bien, en fait, tu sais ce que alpha vaut. Hop, je remonte. Alpha, il est là. Il vaut 6 mu u H0 plus K0 sur H0 cube. D'accord, merci. Mais effectivement, mais alors pour le coup, là, ce calcul-là, il est extrêmement long en fait, hein, pour retrouver alpha. Bon, après, il faut factoriser dans tous les sens, puis à la fin, si on ne fait pas d'erreur de calcul, on trouve ça, quoi. Voilà. Et c'est effectivement voilà ce qu'il faut faire. Ok, donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Pas d'autres questions? Là, normalement, on devrait passer sous MATLAB. Bon, je vous laisserai faire ça tout seul, tranquillement chez vous. Mais par contre, je vais vous aider. Je vais vous aider à le faire. Et surtout, je vais vous expliquer les pièges, en fait. Alors, le premier piège, il est totalement anodin, mais il est crucial. Les tableaux, en fait, commencent avec des indices 1 sur MATLAB. Alors, ce n'est pas toujours le cas, hein, suivant les langages. Vous prenez par exemple le C, ou le C++, les indices commencent à 0. Donc du coup, tout ce que j'avais appelé x0, x1, x2, etc., tout ça, ça ne va pas être possible, quoi. Donc du coup, il faut décaler tous les indices directement dans MATLAB. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai appelé x0, ça va être x1, ce que j'ai appelé x1, ça va être x2, etc. Voilà, bon, c'est simplement, il faut faire attention à ça. Par rapport à la correction que je viens de vous faire, il y a ce décalage d'indices. Alors, la première chose qu'on vous demande, c'est de calculer, mais en fait, on l'a déjà fait, hein, c'est de calculer les matrices élémentaires, donc par exemple de l'élément P1. Donc en P1, donc la première matrice élémentaire à calculer, il y en a deux. Il y a l'élément
RP1 sur le morceau 0, c'est ce qu'ils appellent RP1 0. Donc en fait, c'est sur l'élément, enfin, c'est tous les éléments qui sont à gauche de votre maillage. C'est ceux pour lesquels en fait H vaut H0. Donc cette matrice élémentaire, bah, on l'avait déterminée. Alors eux, le 4 sur L, ils l'appellent H, en fait, hein, petit h. Parce qu'effectivement, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Donc ça fait H0 cube sur H, que multiplie. Alors là, c'est là où il faut donner en fait la matrice, sous format MATLAB. Donc ça, je suis en train juste de recopier la matrice élémentaire que je vous ai déjà donnée, hein. Voilà. Et donc ça, en fait, alors ça c'est un petit commentaire que je mets à part, hein, ça c'est pour ces éléments 1 à 5 de mon tableau en fait, hein. C'était pour les éléments 1 à 5 du tableau, effectivement on avait trouvé ça. Ensuite la deuxième matrice élémentaire, donc qu'ils appellent RP1 underscore 1, bah, c'est la même, hein, en fait, sauf que H vaut H1 cette fois-ci. Je vous le rappelle ici parce que je ne vous l'ai pas dit, hein, mais petit h, c'est L sur 4. Décidément, je vais toujours mettre des grands L. Voilà. Et là, du coup, ben, cette matrice-là, ben, c'est la même en fait. Voilà. Et ça, c'est donc les éléments, ça correspond aux éléments en fait qui vont de 6 à... je mets 6 à 10, mais en fait, je suis en train de me rendre compte que je me suis trompé là. C'est parce que là, par rapport à ce que j'ai résolu, moi j'ai résolu le problème uniquement avec 4 éléments. Alors que ce qu'a fait MATLAB, ce qui est fait dans MATLAB, c'est résoudre le problème avec 10 éléments. Voilà pourquoi je vais de 1 à 5 et de 6 à 10. Voilà. Si j'avais voulu être conforme avec ma correction, ben, on n'aurait eu que 4 éléments. Donc ça aurait été les éléments 1 à 3. Non, 1 à 2, pardon. Voilà, et ça aurait été les éléments 3 à 4. Voilà, donc ça c'est ma correction. Et en fait, ça c'est MATLAB. C'est le programme qu'on vous demande de faire sur, enfin qu'on vous a donné sur MATLAB où il y a d'office 10 éléments. Voilà, c'est pour que vous ne confondiez pas. Ok. Bon, bah donc ça va très bien. L'assemblage. Donc ça, c'est l'assemblage, il est fait ensuite sur MATLAB. Alors l'assemblage, en fait, on vous demande que vaut... Alors, bien sûr, la matrice de rigidité totale est initialisée à 0. Donc ça, c'est fait sur MATLAB. Et la seule chose que vous avez à faire, c'est simplement mettre les indices. Donc, on a RP1 de I de point I plus 1 à I de point I plus 1. Donc ça veut dire quoi? On est dans une boucle de I qui varie de 1 à N sur 2. Donc ça, en fait, c'est pour les éléments 1 à 5. Comme d'habitude, hein, c'est toujours divisé en deux bouts. Eh bien, ce truc-là, on va décaler la matrice élémentaire d'un nœud à chaque fois, ce qui est normal puisque les matrices élémentaires ont toutes un nœud en commun. Donc, on va dire que la matrice globale, c'est égal à son terme lui-même, plus, donc là je réécris le même terme en fait, hein, plus ce qu'on vient de mettre dans la petite matrice élémentaire RP 1, 0. Voilà, donc ça c'est une matrice, et donc ça va les remplir automatiquement, ce que je viens d'écrire là, à chaque itération. Donc la première, ça va m'écrire ça, avec des éléments comme ça. La deuxième, ça va m'écrire ça, mais là il va y avoir un petit plus, hein, comme ce qu'on avait dans l'assemblage qu'on a fait à la main. La troisième, ça va m'écrire ça, avec le petit plus qui est là, etc. Voilà, et ça, tout ça, si vous avez mis des zéros partout avant, là, là, eh bien ça vous donne en fait RP1, la matrice élémentaire RP1. Voilà, donc dessous, il vous demande aussi tout ce qui est P2, mais là, je pense qu'on n'aura pas le temps de regarder le P2. Ça, ce sont uniquement donc RP1, mais c'est que pour
Le premier tronçon, hein, ça c'est pour le tronçon de 1 à 5. Ensuite, pour l'autre tronçon, bah, vous allez avoir quelque chose de fortement identique. Hein. Je ne sais pas ce qu'il me fait là. Excusez-moi. Il va falloir que j'apprenne à utiliser mon iPad. Yep. Alors, ça c'est pour le premier tronçon. Deuxième tronçon. Eh bien, on a RP1. Alors, c'est exactement la même chose. Bon, Schreier équipa, c'est tout pareil, sauf que là, vous allez rajouter la matrice élémentaire RP1 de 1, celle qu'on avait mis tout à l'heure. Voilà, et ça, c'est cette fois-ci pour les éléments de 6 à 10. Donc, ça va dans MATLAB, le programme, la boucle va de n sur 2 plus 1 à n. Voilà. Directement. Le second membre, bah, en fait, le second membre, il n'y a pas grand-chose à écrire dans le MATLAB. Parce que par défaut, tout est nul. Et la seule chose qui est non nulle, bah, c'est le nœud milieu. Donc c'est LP1 de n sur 2 plus 1, qui est égal à 6 mu u. Pardon. LP1, non, c'était bien 1 sur 2, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. C'est-à-dire c'est le nœud milieu, 6 mu u H0 moins H1. Voilà. Donc ça, en fait, c'est si vous faites le calcul avec nos fameux 10 éléments, ça, c'est en fait, ça va vous donner 10 sur 2 plus 1. Donc, ça va vous donner en fait le 6e nœud. Et si vous vous souvenez bien, bah, comme il y a un décalage de 1, c'était x5. Et x5, c'est bien le nœud milieu quand vous commencez à 0. Voilà, donc moi, dans ma correction, c'était x2 parce que j'avais que 4 éléments. Si j'avais eu 10 éléments, bah, ça aurait été x5, le nœud milieu. Voilà, donc le seul second membre non nul, eh ben, c'est ce terme-là, en fait. C'est LP1 de n sur 2 plus 1. Voilà. Et ensuite, eh bien, vous lancez le calcul et MATLAB vous résout automatiquement le système. Et bah, va vous donner, en fait, numériquement, directement, les résultats que vous auriez retrouvés si vous avez fait les calculs numériques avec les solutions que je vous ai données. Il me reste 1 minute pour les dernières questions, mais ça va le faire parce qu'elles sont très très courtes. La vitesse de convergence, je ne peux pas répondre à la question 9 parce que malheureusement on n'a pas fait les P2, mais je peux vous donner la réponse, c'est que en fait, la convergence est la même, c'est-à-dire que si vous diminuez H, bah, ça ne changera pas la solution puisqu'en réalité, vous trouvez la solution exacte dès que vous avez au moins 2 éléments, que vous soyez en P1 ou P2. Donc du coup, vous convergez immédiatement. Et si vous raffinez, c'est-à-dire que si vous diminuez H, c'est-à-dire que vous découpez L de plus en plus petit, ça ne changera strictement rien. Ça va toujours vous donner la même solution. Donc, ça veut dire que globalement, bah, vous convergez tout de suite. Alors, la valeur minimum de H, en fait, pour converger, parce que bien sûr, si vous prenez H égale L, bah, ça ne va pas marcher. Hein. Là, vous n'allez pas trouver la solution exacte. Hein. Vous allez trouver une solution approchée, parce que vous n'allez pas assez raffiner. Valeur minimum de H, bah, en fait, il faut que H soit égal à L sur 2. C'est-à-dire qu'au si au minimum vous avez 2 éléments, et ben hop, vous avez la solution exacte. Alors ça vient du fait que la solution qu'on a trouvée donc, en résolvant la formulation forte était linéaire. Donc du coup, bah, il suffit en fait de faire L sur 2 éléments, et paf, vous tombez directement sur la solution. Et enfin, 1 minute pour la dernière question, c'est si vous avez un nombre impair d'éléments. Alors, si vous avez un nombre impair d'éléments, bah, effectivement, vous êtes un petit peu ennuyé. Pourquoi? Bah, je vous fais un tout petit schéma à ma sauce, x0, x1, x2 et x3. Donc là, si vous comptez bien, ça fait 1, 2, 3 éléments. Ok, 3 éléments, et ma frontière
Donc là, vous avez 0 et là, vous avez L. Vous voyez que ma frontière où j'ai le changement entre H0 et H1 ne tombe plus sur un nœud. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Eh bien, c'est simple. Lorsque vous allez calculer la matrice élémentaire de l'élément 2, eh bien, vous allez séparer cette matrice élémentaire en deux intégrales. Donc, quand vous allez par exemple calculer le terme R0, 0 de l'élément 2, eh bien, vous allez dire qu'il est égal à l'intégrale de moins 1 à 0. Donc, moins 1, ça veut dire par rapport à l'élément de référence, c'est-à-dire je suis là, et 0, je suis là, je suis sur l'élément de référence. Donc là, ça va être H0 cube, phi prime 0, phi prime 0, 1 sur taux prime de x chapeau dx chapeau, plus l'intégrale de 0 à 1 de H1 cube, phi prime 0, phi prime 0, 1 sur taux prime de x chapeau, dx chapeau. Voilà, et donc du coup, si vous faites ce calcul-là pour tous les termes, là c'est un exemple, hein. C'est que pour R0, vous allez obtenir une autre matrice élémentaire. Voilà, et cette autre matrice élémentaire de l'élément 2, elle va valoir alors 1 sur H, du coup, enfin, ou 4 sur L si vous êtes voilà, H0 cube plus H1 cube sur 2, moins H0 cube plus H1 cube sur 2, elle est symétrique, et là, H0 plus H1 cube sur 2. En fait, ça fait la moyenne des matrices élémentaires qu'on avait avant. Voilà. Pour les éléments P2, bah, c'est exactement la même technique. Eh bien, j'ai terminé. Donc, bien sûr, vous pouvez arrêter, vous pouvez partir, je veux dire. Mais si vous avez des questions, je suis à votre disposition.